Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème très intéressant. Il s'agit de déterminer le nombre total de solutions dans R de l'équation sinus de x égale x divisé par 100. Donc, c'est un problème qui demande un peu de réflexion. Mais tout de suite, nous allons exploiter l'une des propriétés de la fonction sinus pour essayer de restreindre un peu le domaine. Pourquoi? Parce que nous savons que pour tout x élément de R, nous savons que sinus de x, sa valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Et donc, si on prend x comme solution de cette équation, nous savons que le sinus de x doit être égal à x divisé par 100. Par conséquent, pour avoir des solutions, il faut que la valeur absolue de tout ceci soit inférieure ou égale à 1. Donc, nous allons dire que ceci entraîne que la valeur absolue de x divisé par 100 doit être inférieure ou égale à 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de x, naturellement divisée par la valeur absolue de 100, qui donne encore 100, doit être inférieure ou égale à 1. On a donc que la valeur absolue de x doit être inférieure ou égale à 100. Mais nous savons que si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à R avec R positif, nous savons que ceci entraîne que moins R est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à R. Si on l'applique ici, on obtient tout simplement que moins 100 va être inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 100 tout simplement. Ça veut dire quoi ce domaine-là? Ça veut dire tout simplement que si le x est en dehors de cette boîte, c'est-à-dire entre moins 100 et 100, le sinus de x ne peut jamais être égal à x divisé par 100. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas avoir le x sur 100 qui va être compris entre moins 1 et 1. Par conséquent, on n'aura pas de solution pour cette équation en dehors de cette boîte-là. Donc, les solutions de l'équation qu'on nous a proposée, on doit les chercher dans cette boîte exactement. Donc, premièrement, je dis tout simplement que si le x n'est pas du tout dans la boîte moins 100, 100, ce qui va se passer, c'est que le sinus de x va être différent de x divisé par 100 tout simplement. Dans la suite, nous allons considérer que le x désormais se retrouve dans l'intervalle moins 100 à 100. Et nous allons chercher les x de cet intervalle-là qui permettent d'avoir la solution. Maintenant, n'oubliez pas, notre équation, c'est le sinus de x égale à x divisé par 100. Si on fait le produit croisé, on obtient tout simplement que 100 multiplié par le sinus de x donne exactement x. En conséquence, on obtient que 100 multiplié par le sinus de x moins x, c'est exactement 0. Si on appelle tout ceci une fonction que je pose égale à f de x, c'est égal à 100 sinus de x moins x. On peut alors regarder les zéros de cette fonction, c'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc, le problème qu'on nous dit de résoudre, on va essayer de chercher le nombre total de zéros de la fonction grand F. Si on trouve le nombre total de zéros de cette fonction, bien entendu, sur
l'intervalle moins 100 à 100, ça veut dire que nous avons également la solution du problème posé. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? La première des choses, nous devons remarquer que la fonction sinus qui est ici, c'est une fonction impaire. Également, la fonction, si vous voulez, moins x, qui a ici associé moins x, également est une fonction impaire. Donc, quand vous faites la somme de ces deux-là, on obtient exactement une fonction impaire. Donc, je peux regarder ça tout de suite. Quel que soit le x élément de l'intervalle moins 100, 100, f de moins x, bien entendu, le moins x est toujours dans cette boîte, donc on peut calculer f de moins x. Ça fait exactement 100 sinus de moins x moins, en parenthèse, moins x. Et donc, ceci, ça donne exactement moins 100 multiplié par le sinus de x plus x tout simplement. Ça, c'est égal à quoi? Moins facteur de 100 sinus de x moins maintenant x. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ça, c'est exactement le f de x. Et donc, par conséquent, nous obtenons moins f de x. On vient de remarquer que la fonction qu'on nous propose ici est une fonction qui est impaire. Comme c'est une fonction qui est impaire, ça veut dire que si nous regardons très précisément, donc je vais essayer de prendre ceci-là. Si nous regardons très précisément, f de, c'est-à-dire que si je regarde juste un instant, l'intervalle moins 100 à 100, je peux regarder ça comme moins 100 à 0, union, si vous voulez, le singleton 0, et puis union, l'intervalle ouvert 0 à 100. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que comme la fonction grand F est impaire, si nous avons x tel que f de x est égal à 0, nécessairement l'opposé, c'est-à-dire que si x est solution du problème, nécessairement l'opposé de x aussi est solution du problème. Parce que si nous avons le x tel que f de x donne 0, nécessairement le f de moins x, qui n'est rien d'autre que moins f de x, parce que la fonction est impaire, comme on vient de le faire, ceci aussi donne moins 0, qui donne alors 0. Donc, moins x aussi est solution du même problème. Donc, ça veut dire quoi? Pour résoudre le problème, on n'a pas besoin de travailler sur tout ce domaine-là. On peut simplement rester sur ce domaine-là d'abord. Puis après, on sait que l'opposé du problème, c'est-à-dire l'opposé d'une solution, est encore une solution du problème. Plus précisément, on peut commencer par regarder déjà ce qui se passe avec 0. Grand F de 0, c'est quoi? C'est exactement 100 sinus de 0 moins 0 tout simplement, ce qui nous donne alors 0. Donc 0 est déjà une solution du problème. Donc 0 est une solution du problème. Parfait. Maintenant, nous allons maintenant dans la suite regarder le problème maintenant dans l'intervalle 0 jusqu'à 100, fermé. Parce que chaque fois qu'on a maintenant une solution ici, nous savons que son opposé qui se retrouve ici est encore une solution du problème à cause de la parité de notre fonction. Mais je vais essayer de faire un commentaire rapidement qui va beaucoup nous aider parce que regardons encore notre problème là. Le problème de départ, c'est quoi? C'est le sinus de x égale à x divisé par 100. Géométriquement, comment vous regardez ce problème en réalité? Ça, c'est la fonction sinus. Ça, c'est une droite. Donc, en réalité, on est en train de regarder l'intersection de deux courbes. La première courbe, c'est la courbe représentative de la fonction sinus. Et la deuxième courbe, ce n'est rien d'autre que la droite d'équation y égale à x divisé par 100. Donc, quand j'essaie, par exemple, dans un repère, de faire quelque chose, c'est-à-dire que je fais ça pour essayer de comprendre. Donc, je fais ça, par exemple. Et puis,
nous avons... C'est juste pour avoir une idée de ce que nous avons comme problème. Ça pourrait être utile. Voilà. Et puis, nous avons ça. Donc, je vais essayer de donner un peu d'espace à mon truc là. Je vais prendre ceci comme 1, par exemple. Donc, j'ai pris là 4 carreaux. Oui, 4 carreaux. Je prends 4 également en bas. Donc, ici. Parfait. Donc, ici, je l'appelle tout simplement moins 1 ici. Ça, c'est l'origine. Et puis, ça, c'est 1. Donc, je vais essayer de construire la fonction, disons sinus, d'accord? Donc, la fonction sinus, vous savez que c'est une fonction sinusoïdale. Je vais prendre ceci comme étant pi. C'est une fonction périodique de période de pi. Ici, je prends 2pi. Après, je prends 3pi. Après, je prends 4pi. Donc, 5pi, ainsi de suite. 6pi. 7pi. Et je m'arrête là. De ce côté-là, nous avons moins pi, moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi, moins 5pi et puis moins 6pi. Donc, comment est-ce qu'on construit facilement? Nous savons que c'est une fonction qui va passer par l'origine. D'accord? Maintenant, en pi demi, ça atteint exactement sa valeur maximale. Donc, je vais essayer de faire un truc beaucoup plus proche de la réalité là, parce que nous n'avons pas suffisamment d'espace. Donc, si nous avons pi ici, ça veut dire que pi demi, c'est quelque part ici. En pi demi, ça atteint exactement la valeur maximale. Donc, nous avons ça. Après, en pi, ça donne 0. Puis après, on vient ici. Exactement. Donc, voilà. Ça, c'est la fonction. Voilà. Exactement. Donc, j'essaie de construire ça un tout petit peu pour voir un peu ce que nous avons en face de nous là. Et puis, ça va nous permettre de comprendre géométriquement la situation. Voilà. Donc, on fait la même chose de ce côté-là. Voilà. 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 Donc ça, c'est la construction de la fonction. Maintenant, on va regarder la construction de cette droite-là. N'oubliez pas, nous sommes dans l'intervalle moins 100 et lorsque nous sommes dans cet intervalle, nous savons que cette courbe-là est toujours sous l'intervalle moins 1, 1. Ça ne va pas dépasser ça parce que c'est ce que nous... Donc, en réalité, si vous construisez simplement, parce que c'est la courbe d'équation y égale à x divisé par 100, donc, on sait que ça passe par l'origine, ça c'est clair. Par exemple, en 1, ça donne 1 sur 100. 1 sur 100, c'est très petit. Mais si on essaie de mettre même 1 sur 100 quelque part ici, par exemple, vous allez voir que si on construit ça aisément comme ça, vous voyez, vous allez penser qu'en réalité, même à l'intérieur de moins 100, vous allez penser que ça sort de l'intervalle parce qu'on n'a pas vraiment d'espace ici. Mais en réalité, ça ne sort pas de l'intervalle moins 1 parce qu'on l'a déjà démontré au tout début là. On a dit que si nous prenons la valeur absolue de ceci qui est coincé entre moins 1, c'est-à-dire qui est inférieur à 1, on tombe exactement sur cet intervalle-là. Ça veut dire que si nous sommes dans l'intervalle moins 100 à 100, nécessairement, x sur 100 est entre moins 1 et 1. Donc, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire que ceci, pour construire correctement la droite en question, c'est vraiment une droite qui est très proche de l'axe des abscisses. D'accord? Et donc, on obtient quelque chose comme ça.
vous voyez, qui est vraiment proche. Et vous voyez, et donc, ce qu'on cherche à résoudre ici comme problème, c'est de regarder l'intersection de la courbe en bleu, d'accord, avec la courbe en noir, c'est-à-dire la courbe de la fonction sinus. Donc, ici, nous avons un premier point ici qui est l'origine. On a déjà vérifié ça au tout début. Nous avons un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on veut compter en quelque sorte toutes ces solutions-là. C'est ça ce qu'on veut résoudre comme problème ici. Nous voulons compter toutes les solutions du problème, c'est-à-dire tous ces points-là qui rencontrent, c'est-à-dire le nombre de fois que la droite rencontre la courbe de la fonction sinus tout simplement. Donc, c'est exactement ce que nous allons chercher à faire tout de suite. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser, par exemple, la périodicité de la fonction sinus pour pouvoir résoudre le problème. Parce que le truc se répète, nous avons la droite qui est toujours dans la boîte moins 1. Et donc, les deux vont toujours se rencontrer, d'accord, quand nous allons dans l'intervalle périodique, c'est-à-dire dans un intervalle d'amplitude de pi. Donc, on va essayer de poser le problème. Donc, on va dire que cet intervalle que nous voyons ici, 0 jusqu'à 100, puisque la fonction sinus est périodique de période 2π, on va l'écrire sous cette forme. On va essayer de regarder 0, 2π d'abord. On va regarder après 2π, 4π. Après, nous allons regarder 4π, 6π, ainsi de suite. D'accord? Mais quand on le fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de regarder les intervalles de la forme. Donc, ça va faire 2k. À quoi? À 2k. Bon, l'intervalle 2k pi, pardon. À 2k pi plus 2π. Parce que ici, quand on quitte 0, on va à 2π. Ici, ça veut dire qu'on a ajouté 2π à 0. Ici, on quitte 2π. On va à 4π, on a encore ajouté 2π. Ça veut dire qu'on quitte 2k pi à 2k pi plus, c'est-à-dire à cette valeur-là, plus 2π, tout simplement. Et nous allons voir, ici, le k commence effectivement à partir de 0. Et nous allons voir, d'accord, la valeur finale de k. Tout simplement, on va essayer de voir quand 2k pi plus 2π va être inférieur ou égal à 100. Parce que la bonne finale de notre intervalle, c'est simplement 100. Donc, quand je résous, par exemple, ce problème-là, je divise, disons, par 2, si vous voulez. Et qu'est-ce que j'obtiens? On obtient tout simplement k pi plus pi, qui va être inférieur à 50. Donc, on obtient, si vous voulez, disons, k pi inférieur ou égal à 50 moins pi. Et donc, k est inférieur ou égal à 50 moins pi divisé par pi. Donc, autrement, ça fait 50 sur pi moins 1, tout simplement. Donc, je calcule, je fais 50 divisé par pi. 50 divisé par pi. Et puis, je fais moins 1. Ça donne exactement 14, sensiblement égal à 14,91. Donc, k en réalité est inférieur ou égal à 14. Donc, je vais rester dans les intervalles de la forme. 2k à 2k plus 2 pi. Je vais travailler dans ces intervalles-là, mais en réalité, je ne couvre pas tout l'intervalle. Il va rester, disons, un dernier intervalle qui n'est pas vraiment d'amplitude 2 pi, mais qui va être simplement l'intervalle, si vous voulez, de, c'est-à-dire que après k égale exactement à 14, l'intervalle qui suit, c'est k, c'est-à-dire que ça fait 2 fois les 14 plus 2, tout ceci pi, à 100 maintenant, le dernier intervalle. Parce que le tout dernier intervalle ici,
c'est premièrement, pour k égale à 0, on a le premier intervalle qui est ça. K égale à 2, k égale à 1, on a cet intervalle. K égale à 2, ainsi de suite. Maintenant, si k égale à 14, nous avons l'intervalle, disons, 2 fois 14, ça fait combien? Ça fait 28 pi jusqu'à 30 pi. Vous voyez? Et donc, la suite, maintenant, ça va être exactement 30 pi. Donc, c'est pour expliquer. Après, je vais détailler tout le reste. 30 pi à 100. Donc, ça va être le dernier intervalle. Nous devons traiter également cet intervalle et voir ce qui se passe. Donc, premièrement, on commence avec les intervalles de la forme 2k pi jusqu'à 2k plus 2 pi avec k, élément de 0 jusqu'à 14. Voilà. On va traiter d'abord ces intervalles-là et puis nous en avons. Maintenant, la deuxième remarque, il faut bien remarquer que j'ai bien privé les bornes là parce que en ces valeurs-là, ne sont pas des solutions. Pourquoi? Parce que si vous évaluez par exemple ceci, si vous prenez sinus de tout ça, ça va vous donner 0. D'accord? Mais nous, on veut la solution du problème sinus de x égale à x sur 100. Le x qui est ici, c'est le même x qui se répète là. Or, quand nous évaluons tout ça, quand nous prenons sinus en ces points là, nous obtenons 0. Or, ceci n'est plus 0 en réalité quand on sort de truc là. Quand on exclut 0, ceci n'est plus égal à 0. Donc, on ne peut plus jamais avoir de solution en ces bornes là en tout cas. Donc, c'est pourquoi j'ai privé rapidement. Il n'y a pas de souci là-dedans. On va maintenant progresser. Donc, je considère maintenant ma fonction. N'oubliez pas la fonction là. C'est exactement 100, disons sinus de x moins x tout simplement. Donc, c'est une fonction qui est continue donc sur l'intervalle 2k pi à 2k plus 2 le tout pi. Donc, c'est une fonction qui est continue, dérivable, tout et tout. On peut dériver facilement. Ça fait exactement 100 multiplié par le cosinus de x moins 1 tout simplement. Donc, on va essayer de regarder la solution de ceci. Ça veut dire tout simplement que cosinus de x est égal à 1 divisé par 100. Donc, sur mon cercle trigonométrique, je vais rapidement essayer d'identifier 1 divisé par 100. Comme c'est cosinus, c'est l'abscisse. Donc, je prends ici 1 sur 100. Même si ceci est trop grand, je le prends juste pour bien voir ce que je fais. C'est vraiment très proche en réalité de l'âge des données. Et donc, nous avons exactement deux solutions ici. Donc, ça, c'est la première solution qui va être x1. Ça, c'est la deuxième qui va être x2. Donc, nous sommes dans l'intervalle de k pi, d'accord, jusqu'à l'intervalle de k plus 2 le tout pi. Donc, ici, en réalité, on connaît la valeur qui est ici normalement. En réalité, c'est exactement, il suffit d'ajouter pi demi pour avoir la valeur ici. Ajoute pi demi pour avoir la valeur ici. Ce n'est pas vraiment compliqué. Et puis pi demi pour avoir exactement la valeur qui est ici. Et donc, à partir de ce moment-là, nous allons essayer de voir maintenant. Nous comprenons maintenant que dans chaque intervalle qu'on vient de constituer là, le cosinus de x est égal à, disons, 1 sur 100, si et seulement si le x est égal à x1 ou le x est égal à x2. C'est-à-dire que nous avons seulement deux solutions dans chaque intervalle. Par conséquent, nous allons faire un tableau de signes, c'est-à-dire que ici c'est 2k pi et la finalité c'est exactement 2k plus 2 le tout pi. Donc nous avons ici le x1 et nous avons ici le x2. Donc nous voulons regarder le signe de 100 cosinus de x moins 1. Vous pouvez prendre des valeurs ici. D'accord? Vous pouvez même prendre, parce qu'à cause du fait qu'on peut prendre des valeurs ici, parce que ça va donner la même chose ici. Et donc, quand vous prenez les valeurs ici, vous allez voir que, par exemple, si on prend une valeur ici, on peut remarquer tout de suite que, d'accord, quand on prend par exemple la valeur, c'est-à-dire que 2k pi plus pi demi, on constate que ça va être négatif parce que le cosinus de ce qui est ici, là, c'est 0.
D'accord? Et donc, moins 1, ça fait négatif. Donc, ici, c'est moins. Et des deux autres côtés, là, c'est plus. Donc, ça nous permet d'avoir le sens de variation là. Donc, la valeur, on va maintenant évaluer, on va maintenant calculer le, disons, f de kpi. C'est comme on utilise le sens de variation, ce n'est pas vraiment difficile. Qui donne 100 sinus de 2kpi moins x, qui donne encore 2kpi. N'oubliez pas la fonction f, c'est moins x, d'accord? Mais ceci, c'est 0, parce que c'est sinus de 2kpi, c'est tout le temps 0. Et donc, on obtient ici moins 2kpi, qui est exactement ici. Donc, ça, c'est moins 2kpi. Ici, c'est en réalité f de x1. Et ici, c'est f de x2. De ce côté-là, c'est exactement moins, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, c'est la même chose, moins 2kpi plus 2, le tout pi. Vous voyez? Maintenant, on va regarder le signe, c'est le signe de f de x1 et de f de x2 qui vont nous indiquer, parce que ceci, c'est déjà négatif. Donc, si ceci, par exemple, est positif, à cause du fait que la fonction est continue strictement croissante, ça veut dire qu'il y a une seule solution ici. Si on trouve par exemple une solution ici également, c'est-à-dire que si les deux sont de signe contraire, ça veut dire que nous avons également une solution unique ici. Et ici également, on fait la même chose. Si nous avons les deux qui sont également de signe contraire, nécessairement nous avons une solution là. C'est exactement ce que nous allons faire tout à l'heure. Et donc, quand on regarde f de x1, comment on comprend f de x1? F de x1, essayons de voir. C'est exactement 100 fois sinus de x1 moins x1. D'accord? Mais x1, d'accord, on l'a obtenu comment? On sait que le x1, c'est une solution c'est un 0 si vous voulez de la dérivée de ceci. D'accord? C'est-à-dire que nous savons que 100 fois cosinus de x1 moins, disons 1, c'est égal à 0. C'est-à-dire que 100 cosinus de x1, c'est exactement égal à 1. Donc, quand on prend les carrés, on obtient 100 au carré. Cosinus carré de x1 est égal à 1. Donc, comme on cherche à calculer sinus ici, nous allons alors utiliser la formule fondamentale. Ça nous permet de dire que ceci, ça fait 1 moins sinus carré de x1 égal à 1. Et donc, 100 au carré moins 100 au carré sinus au carré de x1 est égal à 1. Par conséquent, nous obtenons 100 au carré moins 1 qui nous donne exactement 100 au carré sinus carré de x1. Et donc, 100 au carré sinus carré de x1 est égal à 100 carré moins 1. Mais nous pouvons bien regarder puisque nous savons que le x1, je l'ai fait, c'est là pourquoi j'ai essayé de voir un peu. Nous savons que le x1 se trouve exactement ici. Donc, son sinus est forcément positif parce que c'est l'ordonnée de ce point-là. C'est forcément positif. Par conséquent, ceci nous permet de dire que nous avons 100 sinus de x1 qui est égal à la racine carrée de 100 carré moins 1 tout simplement. Et donc, f de x1 en réalité, c'est exactement racine de 100 au carré moins 1, moins maintenant le x1. Et vous pouvez vérifier que ça c'est positif, quel que soit k. D'accord? Quel que soit k, ça va être positif. Parce qu'on va juste utiliser le fait que k est entre 0 et 14 pour constater qu'en réalité ce nombre est très grand. D'accord? Pour constater qu'en réalité ceci est tout le temps positif. D'accord? Maintenant, on va regarder le f de x2. Donc, on sait désormais que ceci est positif en faisant ce que je viens de faire là. On fait la même chose parce que je vais utiliser la même, c'est-à-dire la même remarque comme tantôt là, puisque nous savons que je peux le faire rapidement. Nous savons que 100 cosinus de x2 est égal à 1. Donc, on utilise la même chose, ça fait 100 carré. Cosinus carré de x2 est égal à 1. Donc, 100 au carré fois 1 moins sinus au carré de x2, c'est ça qui vaut 1. Et donc, on obtient 100 carré moins 1 égale à sinus
carré de x2, tout simplement. Mais nous savons maintenant que le x2, en réalité, c'est exactement ici. Donc, son ordonnée est négatif. Par conséquent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons tout simplement la racine carrée de 100 carré moins 1 qui va être égal à moins 100 sinus de x2. Vous voyez? Par conséquent, nous avons f de x2 qui donne exactement moins la racine carrée de 100 carré moins 1. D'accord? Moins maintenant x2 tout simplement. Vous voyez? Mais ça, c'est tout le temps négatif. Et vous le savez très bien. Et donc, nous savons désormais que le tableau que nous avons ici, ceci est inférieur à 0. En conséquence, nous allons maintenant analyser notre tableau. Parce que c'est le tableau qui nous indique tout le reste. Ici, nous avons un nombre qui est négatif. Ici, nous avons un nombre qui est positif. Donc, nous avons une solution ici qui va être alpha. Je peux l'appeler alpha 1. Mais ici, nous avons les deux également qui sont de signes contraires. Par conséquent, nous avons également une solution ici que j'appelle alpha 2. Mais les deux sont de même signe. Donc, il n'y a pas du tout de solution ici. Donc, pour chaque cas, nous avons ça. Mais faites attention. Pour k égale à 0, ici, nous tombons sur 0 en réalité. Donc, ceci, c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Pour k égale à 0 en réalité, nous n'avons pas de solution ici. Ça veut dire que pour le premier cas, pour k égale à 0, on a une seule solution. Mais lorsque le cas, on a une seule solution qui se trouve exactement ici. D'accord? Pour k égale à 0. Parce que pour chaque cas, nous avons des solutions. Mais pour k égale à 0, nous avons une seule solution parce que là, vous avez 0 ici. Et donc, on a déjà compté ceci au tout début. Maintenant, pour k plus grand que 0, nous avons chaque fois deux solutions. Or, nous avons combien de k au total? Nous avons k qui varie. Donc, je vais commencer par compter en fait. Donc, pour k égale à 0, nous avons une seule solution. Mais à part ça, pour k éléments de l'intervalle, l'ensemble des entiers 1 jusqu'à 14, nous avons deux solutions multipliées par 14 valeurs exactement. Et donc, nous obtenons pour le moment 1 plus, ça fait combien? 28 solutions. Donc, il reste maintenant le dernier, c'est-à-dire 29 solutions tout simplement. Il reste maintenant le dernier intervalle que j'avais donné au tout début là, qui n'est rien d'autre que 30 pi jusqu'à 100. Donc, quand vous le faites correctement, vous avez également le cercle trigonométrique. Vous allez voir que ici, ça fait 30 pi. Et donc, ici, nous avons la solution x1 qui va se retrouver là. Nous avons x2 qui va se retrouver là. Et 100 va se retrouver quelque part ici. Le 100 est très proche du 30 pi. Parce que quand vous faites 30 fois pi, vous obtenez, disons, et ici, nous avons 32 pi. D'accord? Qui va être là, quand on fait un certain 2 pi. Donc, quand on fait 32 pi, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 100, quelque chose. 100,53. Donc, c'est vraiment, le 100 est vraiment proche de ceci. Donc, x2 se retrouve exactement là. Donc, si on répète la même chose pour celui-là, on va constater que le x1 et le x2 donnent exactement la solution. Et nous avons exactement, en utilisant ce même tableau-là, même chose, on va constater qu'en réalité, nous avons encore deux solutions. Une solution ici et une autre solution là. Parce que là, maintenant, on va seulement mettre ici 30 pi. Et ici, nous allons mettre 32 pi. Mais nous, on va s'arrêter simplement à 100. D'accord? Et on garde toujours les x1 et x2 parce que le x2 est plus petit que 100. Vous voyez un peu? Donc, voilà pourquoi nous avons deux autres solutions qui s'ajoutent. Et donc, nous obtenons au total, on a 31 solutions. Dans quoi? Dans l'intervalle 0 jusqu'à 100. Donc, si on prend les solutions qui vont être dans l'intervalle moins 100 à 0, ça fait encore 31. Et donc, on obtient 31 plus la solution nulle, c'est-à-dire plus 1, plus maintenant 31. Les 31 qui sont ici, ce sont les solutions qui se trouvent dans la boîte moins 100 jusqu'à 0 ouvert. Le 1 qui est ici, c'est exactement la solution nulle. N'oubliez pas la solution nulle de départ. F de 0 est égal à 0. Et enfin, les 31 qui sont ici, c'est exactement la solution qui se trouve dans la boîte 0 jusqu'à 100. Et donc, in fine, on obtient 31 plus 1 qui donne, disons, 32. 32 plus 31, ça fait exactement
63. Donc, au total, l'équation sinus de x égale à x divisé par 100 admet exactement 63 solutions dans R. 63 solutions dans R. Donc, il suffit d'utiliser la parité. Il suffit de se concentrer sur la parité de la fonction qu'on a définie. Après, essayer d'utiliser la périodicité de la fonction sinus. Et maintenant, casser l'intervalle moins 100 de sorte, d'accord, à découper l'intervalle 0 à 100 en des sous-intervalles d'amplitude de pi. Puis après, il va rester un dernier intervalle qu'il ne faut pas négliger, c'est très important. Donc, vous faites la somme de toutes les solutions, du nombre de solutions totales, et puis vous avez exactement 63 solutions. Donc, n'hésitez pas surtout à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions à poser, nous allons vous répondre. Et merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Merci pour votre